Bonjour à tous les passionnés de lecture. Bienvenue sur notre chaîne Zen-Books Influent dédiée aux livres. Ici, nous allons explorer ensemble les meilleures œuvres de développement personnel, d'éducation financière et business. N'oubliez pas de vous abonner et liker la page. Mon père riche s'était entouré d'hommes et de femmes qui étaient des spécialistes. Avocats, comptables, courtiers et banquiers. Et Kim et moi avons fait la même chose. Actuellement, notre équipe de conseillers est l'un de nos plus grands actifs. Qu'est-ce qui est plus important que l'argent ? L'équipe de l'entrepreneur. Qui fait partie de la vôtre ? À l'époque où Mike et moi avions 16 ans, nous commençâmes à éprouver des difficultés à l'école. Nous n'étions pas de mauvais garçons. Nous nous mîmes simplement à nous distinguer du reste des élèves. Nous travaillâmes pour le père de Mike après l'école et pendant les fins de semaine. Mike et moi avons souvent passé plusieurs heures après le travail, assis à une table avec son père, tandis que ce dernier rencontrait ses banquiers, ses avocats, ses comptables, ses agents de change, ses investisseurs, ses gérants et ses employés. Voilà un homme qui avait abandonné l'école à l'âge de 13 ans. À présent, il dirigeait, donnait des directives, des ordres et posait des questions à des gens instruits. Ils étaient à sa disposition et ils avaient envie de rentrer sous terre quand il les désapprouvait. C'était un homme qui n'avait pas suivi la foule. Il avait sa façon très personnelle de penser et il détestait entendre ces mots. Nous devons faire cela de cette façon car c'est ainsi que tout le monde le fait. Il détestait aussi les mots « je ne peux pas ». Si vous vouliez absolument qu'il fasse telle ou telle chose, vous n'aviez qu'à dire « je ne pense pas que vous pouvez le faire ». Mike et moi en apprîmes encore davantage par notre présence à ces rencontres que pendant toutes nos années d'école, incluant le collège. Le père de Mike n'avait pas d'instruction, mais il était instruit sur le plan financier et c'est ce qui fit sa réussite. Il avait l'habitude de nous répéter très souvent « les êtres intelligents engagent des gens plus intelligents qu'ils ne le sont eux-mêmes ». Par conséquent, Mike et moi eûmes l'avantage de passer des heures à écouter des gens intelligents et à apprendre des tas de choses grâce à eux. Mais à cause de cela, Mike et moi ne pouvions tout simplement pas approuver tous les dogmes conformes à la norme que nos professeurs prônaient. C'est ce qui déclencha les problèmes. Chaque fois que le professeur disait « si vous n'obtenez pas de bonnes notes, vous ne réussirez pas dans le monde du travail », Mike et moi froncions simplement les sourcils. Quand on nous disait de nous conformer aux procédures inscrites au programme et de ne pas nous écarter des règles, nous nous rendions compte à quel point ce modèle d'instruction décourageait toute forme de créativité. Nous commençâmes à comprendre pourquoi notre père riche nous avait dit que les écoles étaient conçues pour produire de bons employés et non pas des employeurs. Mike et moi demandions de temps à autre à nos professeurs de nous dire de quelle façon nous pouvions mettre en application ce que nous étudions. Nous leur demandions aussi pourquoi nous n'étudions jamais le sujet de l'argent et de son fonctionnement. À la dernière question, nous obtînmes souvent cette réponse. L'argent n'est pas important, et si vous excellez dans la poursuite de votre éducation, l'argent suivra automatiquement. Plus nous en apprîmes sur le pouvoir de l'argent, plus nous prîmes nos distances vis-à-vis de nos professeurs et de nos camarades de classe. Mon père, très instruit, n'exerça jamais une pression sur moi au sujet de mes notes. Je me suis souvent demandé pourquoi. Mais nous commençâmes à nous disputer à propos de l'argent. Dès l'âge de 16 ans, j'avais probablement une bien meilleure formation que mes parents en ce qui a trait à l'argent. Je pouvais tenir la comptabilité d'une firme. J'avais la chance d'entendre des conseillers fiscaux, des avocats de différentes entreprises, des banquiers, des courtiers dans l'immobilier, des investisseurs et ainsi de suite. Mon père, de son côté, s'entretenait avec des professeurs. Un jour, mon père me dit que notre maison était son investissement le plus important. Une controverse pas tellement agréable s'ensuivit quand je lui expliquais pourquoi, selon moi, une maison n'était pas un bon investissement. Il y avait une différence de perception entre mon père riche et mon père pauvre relativement à leur maison. L'un d'eux pensait que sa maison était un actif, l'autre pensait que c'était un élément de passif. Je me souviens quand j'ai tracé le schéma pour mon père, dans le but de lui indiquer la direction que prend la marge brute d'autofinancement. Je lui ai aussi signalé les frais accessoires inhérents à la possession d'une propriété. Une maison plus grande signifie des dépenses plus importantes, et la marge brute d'autofinancement continue alors de diminuer à cause de la colonne des dépenses. Aujourd'hui, des gens contestent encore cette idée que je prône selon laquelle une maison ne constitue pas un actif. Je sais que pour bien des gens, une maison est à la fois leur rêve et leur plus important investissement. Je sais aussi que le fait de posséder sa propre maison est mieux que rien. Je ne fais que proposer une autre manière d'envisager cette croyance populaire. Mon épouse et moi aimerions bien posséder une maison plus grande et plus voyante pour impressionner la galerie, mais nous savons que ce n'est pas un actif. C'est un passif, car une propriété vient chercher de l'argent dans notre poche. Voici donc l'argument que je propose. Je ne m'attends vraiment pas à ce que la plupart des gens soient d'accord avec mon raisonnement, car une jolie maison peut facilement nous amener à nous attendrir. Et quand il est question d'argent, les émotions fortes tendent à affaiblir l'intelligence financière d'un individu.
Mon expérience personnelle m'a enseigné que quand il est question d'argent, chaque décision à prendre devient émotive. Quand il s'agit de maison, je voudrais faire remarquer que la plupart des gens travaillent toute leur vie pour payer une maison qu'ils ne possèdent jamais. En d'autres mots, la plupart des gens achètent une nouvelle maison à quelques reprises seulement dans leur vie et ils contractent à chaque fois un nouvel emprunt sur une période de 30 ans afin de rembourser l'emprunt précédent. Même si les gens reçoivent un dégrèvement d'impôt relativement aux intérêts de leurs versements hypothécaires, ils paient tous leurs autres frais avec des dollars après impôt. Il en est ainsi même quand ils ont purgé leur hypothèque. Les parents de mon épouse furent stupéfaits quand les impôts fonciers de leur maison grimpèrent à 1 000 $ par mois. Cela se passa peu de temps après qu'ils eurent pris leur retraite. Cette augmentation gréva leur budget de retraite et ils se sentirent obligés de déménager. Les maisons ne prennent pas toujours de la valeur. Certains de mes amis doivent encore 1 million de dollars sur une maison qui se vendrait beaucoup moins aujourd'hui. Les plus grandes pertes de toutes sont celles qu'on attribue aux occasions manquées. Si tout votre argent est immobilisé dans votre maison, il se peut que vous soyez forcé de travailler plus dur, car votre argent continue de fondre dans la colonne des dépenses au lieu de s'additionner dans la colonne de l'actif, ce qui représente le modèle classique de la marge d'autofinancement de la classe moyenne. Si un jeune couple investissait davantage d'argent, dès leur mariage, dans leur colonne de l'actif, leurs années à venir seraient plus aisées. Leurs actifs auraient fructifié et seraient utilisables pour aider à couvrir les frais. Il arrive trop souvent qu'une maison serve de facteur incitatif pour que vous contractiez un emprunt et que vous ayez ensuite à payer les dépenses qui vont toujours en augmentant. Pour résumer, quand on prend la décision d'acheter une maison trop dispendieuse pour nos moyens, au lieu de commencer à investir dès que possible dans un portefeuille de placement, le résultat final influe sur un individu tout au moins des 3 façons suivantes. 1. Perte de temps, pendant lequel les autres actifs auraient pu prendre de la valeur. 2. Perte d'un capital additionnel, qui aurait pu être investi au lieu de servir à défrayer des dépenses élevées d'entretien liées directement à la maison. 3. Perte d'un enseignement. Trop souvent, les gens incluent dans leur colonne de l'actif leur maison, leurs épargnes, leur pension de retraite et tout ce qu'ils possèdent. Étant donné qu'ils n'ont pas d'argent à investir, ils n'investissent tout simplement pas. Cela les empêche d'acquérir de l'expérience dans le domaine de l'investissement. La plupart de ces gens ne deviennent jamais ce que le monde de l'investissement appelle des investisseurs avisés. Et en général, les meilleurs investissements sont vendus aux investisseurs avisés, lesquels font alors volte-face et les revendent à d'autres qui ne prennent pas de risques.